Et alors justement, pour parler de bio-inspiration et de biomimétisme, je voudrais, sur vos applaudissements, que vous accueilliez sur scène, s'il vous plaît, Kalina Raskin et Emmanuel Delannoy. On a le droit de bouger aussi, hein. Ça c'est la petite musique officielle de Biomime Expo. On m'a dit que je ne serais pas capable de faire un petit mouvement comme ça, alors on est capable de bouger. Allez, on monte le son. Alors, ça donne quoi là dans la petite carreau? Allez, on est là pour fêter le vivant. Emmanuel et Kalina, je ne vous ai pas vu bouger, mais bon. Super. Alors, comme je vous l'ai dit, on est un peu des compagnons de route sur cette histoire de biomimétisme. Donc c'est ça qu'on voulait partager avec vous ce matin, parce que c'est la 9e édition de Biomime Expo, mais on fête aussi les 10 ans du CBIOS. Et donc Kalina va vous raconter ce que c'est. On va avoir, vous l'avez vu à l'écran, Tariq Shekshak en vidéo, parce qu'il n'a pas pu nous rejoindre. Et on pense à lui, c'est pas pour des affaires de SNCF. Et l'idée de cette séquence-là, c'était tout simplement de partager avec vous pourquoi on est passionné, pourquoi on est engagé sur cette aventure, qui est une aventure, et vous dire aussi pourquoi c'est très excitant et ça ouvre des perspectives fabuleuses, mais pourquoi aussi c'est pas toujours évident de faire passer ces messages-là. C'est pas toujours évident de parler à tout le monde de recherche et de biologie et de faire passer le message que nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, avec nos petits 250 000 ans, face à 3,8 milliards en face de nous. Et donc, merci beaucoup. Si tu veux bien démarrer. Ah non, on va démarrer avec Tariq. Pour une fois, honneur aux absents. On va profiter d'une petite vidéo que nous a envoyée Tariq, qui nous pose parfaitement le décor sur pourquoi le biomimétisme nous anime tant. On écoute Tariq Shekshak, donc, qui est de l'Institut des futurs souhaitables et qui nous dit une forme de mot d'accueil de notre échange. Merci Tariq. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Tariq Shekshak, j'œuvre au sein de l'Institut des futurs souhaitables et je voudrais remercier toute l'équipe de Biomime Expo de me donner l'opportunité de m'adresser à vous via cette vidéo. J'aurais aimé être de cette édition marseillaise, des raisons personnelles m'empêchent d'être avec vous. Avant tout, mes salutations fraternelles. On pourrait se demander si dans notre période pleine de crises politiques, économiques, géostratégiques, on a encore le luxe de pouvoir explorer des voies comme le biomimétisme. Eh bien, je voudrais partager une conviction profonde qui n'est pas que ma conviction, mais celle de l'Institut depuis sa création il y a plus de 12 ans maintenant. Il n'y aura pas de prospérité et de futur souhaitable sans le vivant. Et ce signal faible qui monte doucement en puissance est un signal fiable. S'inspirer d'autres systèmes vivants pour résoudre les enjeux de l'époque. C'est le cœur même du biomimétisme. Et il ne s'agit pas de s'arrêter simplement à l'imitation pour faire un artefact tel qu'un building ou un matériau. Le biomimétisme est avant tout une philosophie de la conception. Prenons l'exemple d'un oiseau qui construit son nid. Dans ce nid, il va élever sa progéniture. Croyez-vous que si l'oiseau utilise des éléments toxiques pour construire son nid, ça sera bon pour lui d'un point de vue de son espèce? Eh bien non, il y a de grandes chances que l'évolution fasse le tri. Pas simplement à travers son corps et sa physiologie, mais aussi à travers les artefacts qu'il crée et qu'il met dans son environnement et qui lui sont très proches en termes de ses besoins fondamentaux. Et là, vous voyez que je pointe une direction qui est fondamentale dans le biomimétisme. Ce que l'on va regarder avant tout, ce n'est pas tant la forme précise, que ce soit la nanostructure ou l'architecture d'un coquillage pour imiter une architecture humaine, c'est avant tout les principes de conception qui semblent émerger de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs et d'évolution de la vie sur Terre. En fait, que l'on soit dans des solutions fondées sur la nature, en agroécologie, en permaculture ou dans le biomimétisme, c'est le même signal qui essaye de percoler dans plusieurs chaînes de valeur. Prendre le vivant comme modèle pour résoudre les problèmes de la postmodernité, tels que le dérèglement climatique, les inégalités sociales et tous les problèmes environnementaux en cascade que nos modes de création de valeur ont pu générer. Quand j'entends encore des hommes ou des femmes politiques ou des dirigeants d'entreprises dire « maintenant la biodiversité, ça suffit, on est en crise économique, il faut qu'on revienne à nos fondamentaux », j'ai envie de leur dire dans ce cas-là, arrêtez de respirer. D'où vient l'oxygène à votre avis? Vous l'avez peut-être oublié,
mais c'est un déchet de la photosynthèse. Et nous devrions être, comme le vivant, une économie fixatrice de carbone. Et quels sont nos meilleurs alliés pour ça? Les systèmes vivants, les sols fertiles, les forêts, les océans en bonne santé, qui sont de véritables industries de fixation de carbone selon des principes d'éco-conception qui ont été éprouvés par des millions et des milliards d'années d'évolution. Il y a ici une problématique sur laquelle il nous faut travailler, qui est une problématique avant tout culturelle. L'illusion de la séparation, où nous aurions d'un côté la nature et nous, système humain. Prenons l'exemple de notre symbiote. Nous avons plus de cellules microbiennes qui nous sont indispensables à notre physiologie dans notre corps que de cellules de notre corps. Et il y a des études qui montrent que même nos aspects cognitifs, notre état mental, nos aspects potentiellement dépressifs sont connectés à la santé de notre symbiote. Alors, monsieur Elon Musk et tous les semblables qui espèrent faire vivre l'humanité sur Mars, je fais partie de ceux, et on est de plus en plus nombreux dans la biologie à le penser, où on se demande si l'humanité est capable de vivre longtemps déconnectée de sa biosphère. Quelques mois peut-être, mais des années, probablement pas. Connaissez-vous les besoins subtils de votre symbiote, en sachant encore une fois qu'il influence y compris votre état mental? Merci à tous les écosystèmes de nous fournir encore la majorité de nos substances médicinales, de la nourriture, des fibres, du bois. Merci aux zones humides de auto-purifier ce que l'on peut produire. Et nous ne pourrions pas assurer notre résilience, surtout avec tous les grands changements qui s'en viennent, si nous n'avons pas des écosystèmes qui nous protègent et qui nous maintiennent. Les enjeux sont immenses. On est confronté aux 6 et maintenant 7 limites planétaires dépassées. On a provoqué la 6e extinction de masse de la biodiversité. On se rend compte pourtant, comme je l'ai proposé tout à l'heure, qu'il nous faut casser l'illusion de la séparation et aller vers ce que l'Institut Michel Serres appelle la santé commune. Santé des individus, bien sûr, mais dans une espèce comme la nôtre qui a besoin de faire société, la santé du corps social. Impossible de prospérer sans les services écosystémiques, divers et nombreux. Donc, il nous faut aussi assurer la santé des écosystèmes. Resserrons nos rangs, collaborons plus que jamais. Ne nous lâchez pas. C'est le moment, au contraire, de soutenir vos projets. Je sais que ce n'est pas facile dans vos entreprises, dans vos collectivités, dans vos services, mais faites votre maximum pour que ce signal faible, qui est une direction indispensable pour assurer toute possibilité de futur souhaitable, devienne peut-être demain l'évidence. Et le biomimétisme entend se mettre au service de cette grande intention, un peu définie par le philosophe autrichien Glenn Arbrecht, de sortir de l'anthropocène très marqué sur comment réduire les impacts négatifs pour entrer dans l'ère du prendre soin. Certains parlent d'économie régénérative et je fais partie de ceux qui soutiennent cette direction-là. Tout simplement prendre soin, réparer. Ce n'est pas quelque chose d'excitant pour un humain de se lever le matin en se disant « ma seule perspective, c'est d'arrêter de faire du mal ». Et c'est ce qui esquisse peut-être ce qu'on pourrait appeler le symbiocène, l'ère du vivre ensemble. Et comme on le dit souvent au sein de l'Institut des futurs souhaitables, il est temps de prendre vos rêves au sérieux et d'en faire des stratégies. Merci beaucoup. Tarek Shekshak, s'il vous plaît. Alors, Kalina, Emmanuel, on va commencer avec toi, Kalina, mais pourquoi c'est si vital et en même temps si compliqué de refaire société avec le vivant et racontez-nous un petit peu votre témoignage sur voilà, la dizaine d'années qui vient de s'écouler, qu'on a en bonne partie passé ensemble à porter ces messages-là. Et puis on terminera sur des visions un peu plus en prospective pour essayer de comprendre quels sont les verrous qu'il faut encore lever et quelles sont les belles perspectives qui s'ouvrent devant nous. On commence avec toi, Kalina, pour raconter. Je veux bien que tu prennes... Si tu crois que je vais lâcher mon micro. Il y a peu de chance. Merci. Bonjour à tous, merci Alain, merci toute l'équipe de Bioim Expo de rendre cet événement possible tous les ans et avec une ambition toujours plus grande. Et oui, ce biomimétisme, il est à la fois profondément enthousiasmant et frustrant parce que on s'en aperçoit, je pense collectivement, hein, beaucoup d'entre vous dans la salle connaissent déjà le biomimétisme, certains d'entre vous peut-être le découvrent encore. Ce biomimétisme, il a cette capacité dingue de d'émerveiller, d'éveiller la curiosité, de faire parfois revenir le bon sens qu'on croit avoir perdu. Donc souvent les gens se disent mais bien sûr, évidemment, allons-y. Et puis voilà, et puis arrive la frustration parce qu'on s'aperçoit que c'est pas si trivial et que ça frotte un peu pour le mettre en œuvre ce biomimétisme-là. Donc moi j'ai le plaisir et l'honneur de diriger le CBIOS, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, qui depuis
plus de 10 ans maintenant, œuvre à coordonner les efforts nationaux, maintenant de plus en plus aussi internationaux, pour rendre ce biomimétisme possible. Voilà, possible dans la pratique et sur le terrain. On est une coopérative. On vient de franchir la barre des 100 sociétaires. Nos sociétaires sont aussi bien des universités que des collectivités, des grandes et des petites moyennes entreprises, de l'enseignement supérieur. Bref, on essaye de réunir un petit peu toutes les parties prenantes qui sont aujourd'hui nécessaires au déploiement très concret, opérationnel de l'approche. Et notre constat collectif, c'est que le biomimétisme, il se heurte à deux défis majeurs, mais qui lui sont pas propres. Donc c'est à la fois rassurant, et en même temps on se dit bon bah si c'est pas des défis qui sont propres au biomimétisme, comment on les résout? Et alors le premier défi majeur, c'est le besoin aujourd'hui d'être en rupture par rapport à nos façons traditionnelles de concevoir et d'innover. Si je caricature un peu, ça fait quelques décennies que, en gros, pour évoluer, pour prospérer économiquement, on essaye de faire un peu mieux, un peu moins cher que le voisin. Je caricature, mais ça a été quelques décennies de ce qu'on appelle, on va dire, conception, innovation incrémentale. Sauf qu'évidemment, je vous apprends rien, les défis aujourd'hui, ils sont multiples, et donc ça veut dire qu'il faut repenser les usages, il faut repenser le cycle de vie, il faut penser robustesse, il faut penser régénératif. Bref, il faut mettre autour de la table probablement des compétences inhabituelles pour arriver à relever ces défis-là. Sauf que pendant des décennies, on a fait autrement. Donc comment on change la pratique? Comment on change les façons de faire? Et la difficulté du biomimétisme, c'est qu'en fait, quand on fait du biomimétisme, on fait exactement tout ça. On met autour de la table des profils qui n'ont plus l'habitude de se parler, on doit casser des silos, on va y revenir, disciplinaires, et les organisations avec lesquelles on travaille, leur difficulté, c'est qu'ils ne savent pas où le caser, ce biomimétisme. Est-ce que c'est à la R&D? À quel département de la R&D? Est-ce que c'est en recherche avancée? Est-ce que c'est en recherche aval? Est-ce que c'est dans les départements environnement RSE? Est-ce que c'est à la prospective? Est-ce que c'est à la stratégie? Puis qui pilote, qui décide? Voilà. Donc, et ça, c'est pas propre au biomimétisme, mais le biomimétisme, par sa nature même, pose ces difficultés-là. Donc il y a un enjeu vraiment de management du changement, du management de l'innovation, et donc de changer nos habitudes de faire. Et ça, on dit souvent, mais le biomimétisme, c'est difficile. Non, c'est pas le biomimétisme difficile, c'est faire changer nos pratiques qui est difficile, alors que c'est indispensable, indépendamment du biomimétisme. Soit je te laisse continuer, soit on donne un petit mot à Emmanuel, et tu reprends le fil tout à l'heure. Ça marche, comme tu veux. Je voulais juste qu'Emmanuel rebondisse sur ce défi culturel et presque philosophique de notre relation au vivant, comme tu viens de le rappeler, Kalina. Oui, alors vous avez 3 heures. Ah non, il marche pas ce micro. Si, il marche, ok. Très bien. Alors, vaste sujet, mais et là, je vais être obligé de préciser que je vais m'exprimer un peu avec plusieurs casquettes, on va dire. Il y a 6 mois, j'ai rejoint donc l'Office français de la biodiversité, qui est un opérateur d'État. Je vais préciser sa raison d'être. Vous verrez, presque tout est dit dans la raison d'être dont s'est doté l'établissement. C'est protéger le vivant, préserver notre avenir. Alors ça a l'air simple comme ça, mais quand on regarde les implications derrière, ça va effectivement très loin. Au sein de l'OFB, je suis dans une toute petite unité à l'échelle de l'OFB, entreprise et biodiversité. Donc on est 9 personnes à s'occuper de ça à l'échelle nationale, y compris les Outre-mer. Et on peut se dire, mais pourquoi finalement l'OFB s'intéresse au biomimétisme? Parce qu'on a une conviction, c'est que justement, c'est un excellent moyen de parler de biodiversité dans les entreprises. C'est un excellent moyen de reconsidérer la stratégie dans des entreprises, enfin non seulement des solutions techniques, comme on vient d'en parler, mais aussi la stratégie des entreprises. Et que finalement, et ça rejoint une conviction profonde, personnelle, depuis très longtemps, c'est que si on s'intéresse au biomimétisme, c'est bien, mais le vrai sujet pour moi, c'est la biodiversité. Et le vrai sujet pour nous, évidemment, à l'OFB, c'est qu'on parle de biodiversité dans les entreprises et qu'on mette en œuvre des plans d'action très concrets, très opérationnels, qui soient en lien avec la préservation de la biodiversité. Et c'est là que les choses se compliquent un tout petit peu, et je garde encore un peu cette même casquette, c'est que quand on parle du climat, les solutions, on le sait, elles sont là depuis très longtemps. Et ce sont essentiellement des solutions techniques, finalement. Il s'agit de décarboner nos chaînes de valeur, de décarboner nos sites de production, nos moyens de production, la logistique, les transports, etc. Et on sait faire, on a tout sous la main pour le faire. Il n'y a pas réellement besoin de changement fondamental. Si on veut vraiment ancrer notre économie dans la biodiversité, ben là, il faut tout repenser.
il faut repenser les modèles économiques, il faut repenser la raison d'être des organisations, il faut repenser même les modèles de valeur. Et en fait, c'est tout un nouvel imaginaire économique dans lequel la dépendance radicale à des socles de biens communs, finalement, et que ces biens communs soient sociaux ou écologiques, c'est fondamental. Il n'y a pas de création de richesse sans ce socle de biens communs. Comment on fait pour réinvestir dans ces biens communs? Comment on fait surtout pour intégrer le fait que quand on réinvestit dans un bien commun pour une entreprise, le retour sur investissement, il n'est pas individuel à l'échelle de l'organisation, il est collectif à l'échelle du territoire et de l'humanité tout ensemble. Ah, là c'est un petit peu plus compliqué, ça suppose de repenser un peu l'économie, aussi bien au sens macro qu'au sens micro. Mais à travers une de tes nombreuses missions, il y a l'idée d'accompagner les entreprises sur ces enjeux biodiversité. Comment tu ressens la tendance, pour résumer un peu les choses, l'évolution des choses? Là aussi, comme le dit Kalina, il y a à la fois des choses qui sont très enthousiasmantes et aussi un peu beaucoup de frustration quand même, parce que, allez, on va parler d'IA un petit peu plus tard dans cette assemblée plénière. L'IA, c'est même pas encore au point. Mais tout le monde est en train de savoir, tout le monde sait ce que c'est d'abord, et tout le monde est en train de se demander comment on va s'adapter, comment on va adapter nos modèles de production. La biodiversité, le vivant, c'est là depuis 4,2 milliards d'années, nous disait hier Gilles Boeuf. Apparemment, on remonte aussi loin maintenant dans le temps. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est. Et tout le monde oublie que nous dépendons radicalement de la biodiversité pour chacune des choses qu'on fait. Tariq l'a dit, hein, il suffit d'arrêter de respirer et on voit qu'on ne va pas tenir très longtemps là-dedans. Donc, il y a un vrai décalage, il y a un vrai sujet en termes de pédagogie, je pense, pour ancrer la biodiversité dans la tête des décideurs politiques et économiques. Faut reconnaître qu'on n'a pas été très bon et ça reste frustrant. Cela dit, c'est pas si négatif que ça. Et on a quand même de plus en plus d'organisations. Alors plutôt d'ailleurs les organisations de taille intermédiaire. Ça veut dire qu'il y a une gouvernance qui est incarnée par des personnes. Ça veut dire qu'on n'a pas un actionnariat qui est volatile et on rend compte, on ne sait plus trop à qui finalement. Et donc on est dans des logiques financières à court terme. Et donc la biodiversité, on verra après quand les choses iront bien. Non, quand on a des chefs d'entreprise qui sont aussi actionnaires, quand on a des PME, des TPE ancrés dans des réalités de territoire, on sent que les choses bougent quand même beaucoup plus rapidement. Absolument. Peut-être, Kalina, tu peux rebondir là-dessus en nous expliquant un petit peu ce que les entreprises demandent au CBIOS, tout simplement. De quoi vous partez, à quel type de grandes questions on vous demande d'essayer de répondre pour mettre ça un peu en résonance avec nos enjeux du monde. Je pense que ça a beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Le biomimétisme, il a été, je vais reprendre un peu ton expression Alain, il a été très longtemps cantonné à l'ornière R&D produits, ce qui est utile, hein, bien sûr. Et donc on a beaucoup travaillé sur les enjeux de R&D produits, améliorer les caractéristiques de produits. Vous avez plein d'exemples dans le salon de produits bio-inspirés, sur un certain nombre d'entre eux sur lesquels on a eu la chance de travailler au sein de la coopérative. Mais on voit, et on en est très heureux, progresser en fait cet intérêt de l'entreprise pour justement commencer à aborder ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment regarder, s'inspirer du vivant permet de repenser plus globalement en fait le modèle de l'organisation et de l'entreprise. Donc on commence à travailler sur des sites industriels, et donc travailler sur les procédés, l'implantation du site industriel dans son écosystème, à travailler plus largement aussi sur des infrastructures tertiaires, sur les aménagements urbains, sur les politiques territoriales. On commence de plus en plus à travailler à ces échelles-là et c'est ce qui est demandé. Donc on sent cette progression et qui nous enthousiasme beaucoup parce que ça montre qu'on gagne en maturité dans cette vision finalement du vivant qui est plus une vision purement technocentrée produit, mais une vision de ah tiens, mais en fait on a beaucoup plus à apprendre du vivant que ça, et pour augmenter l'impact, il faut probablement aller des échelles qui vont au-delà de la simple échelle produit. Il faut penser système, et les systèmes biologiques sont des systèmes extrêmement performants. N'importe quel système biologique de la cellule à l'écosystème naturel, il sait gérer les flux que nous-mêmes, dans tous nos systèmes, on a à gérer, les flux d'énergie, les flux de matière, les flux d'information. Et en fait, c'est ce que tout système cherche à faire. Et les systèmes biologiques nous inspirent énormément par rapport à ça. Merci beaucoup. Peut-être pour avoir en tête le propos introductif de Tariq, et parce que c'est un sujet, moi j'ai le sentiment, qui monte, et tant mieux, le lien entre les enjeux biodiv et les enjeux climatiques, et notamment carbone. Est-ce que là aussi, vous ressentez, et on va, pour les quelques minutes qui nous restent, essayer de poursuivre les courbes là, sur les années qui viennent, une forme de rééquilibrage ou d'approche un peu
en résonance entre les enjeux biodiv ou les enjeux et les enjeux carbone, ou est-ce que c'est encore très cloisonné en matière de fléchage de budget, de direction stratégique? Quelle est votre opinion là-dessus? Et essayons de nous projeter un petit peu sur les 5-10 ans qui viennent sur ces enjeux, si vous voulez bien. Bon, on progresse beaucoup quand même là-dessus. Il y a d'abord un vrai consensus scientifique, et on pourrait rappeler les rapports de l'IPBES, le rapport Nexus par exemple, qui montrent vraiment ces liens extrêmement forts entre biodiversité et climat. Mais même d'ailleurs, quand on parle des 9 limites planétaires, elles sont toutes reliées à la biodiversité. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il n'y a pas des approches en silo qui sont possibles. Ça, c'est plus possible. C'était vraiment une pensée du siècle précédent, on va dire, même peut-être de celui d'avant d'ailleurs, très réductionniste. Et qu'en fait, nous sommes obligés aujourd'hui d'embrasser la complexité à travers une vision systémique, c'est-à-dire de regarder les liens entre les choses, les éléments, les tendances, pour comprendre ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de renoncement, c'est-à-dire qu'on renonce au contrôle de chaque élément pour essayer de comprendre la dynamique du système dans son ensemble. Et ça, la biodiversité, c'est un formidable moyen de rentrer dans cette pensée complexe. Et comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à la logique des entreprises, s'intéresser à la biodiversité, c'est une manière de penser son adaptation au changement climatique, mais aussi sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une manière de penser le cycle de vie, sa chaîne de valeur, de penser sa stratégie, sa relation client, son ancrage territorial, ses relations avec les parties prenantes. C'est vraiment une porte d'entrée vers l'ensemble des sujets que doit adresser l'entreprise aujourd'hui. Et finalement, c'est une nouvelle manière de faire de la stratégie. Donc, c'est surtout pas un sujet en plus qu'on met sur la pile. C'est vraiment quelque chose qui est une excellente porte d'entrée. Et allez, je voudrais, je ne sais pas si on se rapproche de la conclusion, donc peut-être aborder un autre sujet maintenant, qui est plus, pour le coup, cette fois-ci à titre personnel, et en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qui nous concerne tous aussi. Tariq, il faisait allusion tout à l'heure à ces liens de dépendance extrêmement forts qui sont les nôtres vis-à-vis du vivant. Il suffit d'arrêter de respirer pour s'en rendre compte. Il faisait allusion à la notion de santé globale. Moi, je voudrais parler un petit peu de cette notion aussi de santé mentale globale, finalement, et de se dire que on voit bien qu'on est dans une société qui est de plus en plus fragmentée. On voit bien qu'on a quelque chose qui ressemble de plus en plus à du chacun pour soi, à de la guerre de tous contre tous, finalement, à un cloisonnement de plus en plus fort de la société. Et c'est un vrai défi aujourd'hui, c'est de faire société ensemble, déjà entre nous. Je suis persuadé que nous n'arriverons pas à faire société ensemble, entre nous, êtres humains, si nous ne sommes pas capables de faire société avec le reste du vivant. Pour aller plus loin, et là encore une fois, ce que je vais dire n'engage que moi et pas l'organisme qui me rémunère en ce moment, vous entendez peut-être cette petite musique qui monte là sur l'identité, sur l'idée titan, comme le chantait un poète. C'est vraiment une tendance qui irait même jusqu'à nous faire rejeter l'autre, hein, rejeter la différence, nous replier sur ce que nous sommes aujourd'hui, ou ce que nous pensons être justement, de manière erronée. Mais tout ça repose sur une erreur. En fait, il n'y a pas d'identité possible sans altérité. Pour être soi, il faut qu'il y ait un autre. On a besoin d'une conversation avec quelqu'un de différent. Comme l'a dit très bien d'ailleurs Boris Cyrulnik, le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Et donc, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, nous avons besoin de cet échange, de cette diplomatie, de cette conversation permanente avec d'autres individus qui nous ressemblent plus ou moins. Et bien peut-être qu'en tant qu'espèce, Homo sapiens s'ennuie un tout petit peu, d'ailleurs il est seul sur sa branche évolutive. Peut-être que nous avons besoin de retrouver cette altérité radicale que nous offre la biodiversité dans une conversation élargie qui nous permettra de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et peut-être, là j'ose un dernier terme, c'est que dans le mot biodiversité, peut-être que le terme le plus important, c'est justement diversité. Voilà. On n'est pas bien là? Kalina, moi j'ai rien à ajouter, donc je te laisse prendre le relais d'Emmanuel pour 2 minutes. Moi si, j'aurais quelque chose à rajouter, peut-être parce que ce qui m'a marqué, alors là c'est plutôt un témoignage personnel sur ces 15 dernières années où je suis impliquée dans le biomimétisme. J'ai la conviction profonde, sans doute un peu triviale, que une société ne peut être robuste dans le temps que si elle a un socle de connaissances fort. Or, je constate que plus nous avançons, moins il y a de biologie dans les cursus de formation, y compris dans les cursus de formation scientifique. Comment est-ce qu'on veut qu'une société soit capable de prendre les bonnes décisions
si elle ne connaît pas sa propre histoire évolutive, si elle ne comprend pas c'est quoi son constituant fondamental physique et chimique, si elle ne comprend pas les interrelations fondamentales qu'elle doit avoir avec les autres espèces pour sa propre survie. Quand vous êtes un dirigeant, un décideur, vous vous renseignez, vous vous entourez de conseillers pour prendre les bonnes décisions à un bon endroit au bon moment. Donc vous allez avoir des consultants et des conseillers en économie, en climat probablement, en technologie et veille technologique, veille industrielle, etc. Mais vous avez jamais ou très rarement de biologistes pour vous éclairer réellement sur les répercussions finalement de vos décisions et la réelle viabilité stratégique de la décision que vous êtes en train de prendre. Donc pour moi, il y a une urgence absolue à remettre le vivant au cœur de ce qu'on va enseigner à nos enfants, de ce qu'on enseigne à nos futurs concepteurs, de ce qu'on enseigne à nos futurs décideurs. Sinon, on ne fera que prendre les mauvaises décisions pour les décennies à venir. Merci beaucoup, Kalina. On peut l'applaudir aussi. Je rajoute juste un mot d'abord pour à nouveau vous remercier d'être là parce que ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Donc vous pouvez aussi vous applaudir vous-même pour avoir rejoint cet événement et cette famille BioMime Expo. Ça fait vraiment chaud au cœur pour dire que effectivement je vous rejoins. Je suis frappé par le fait que on se juge et on se critique beaucoup trop et qu'on devrait davantage laisser de la place aux encouragements, aux initiatives, comment essayer de faire grandir les idées neuves qui sont parfois un petit peu décalées, un petit peu originales. Moi, je suis personnellement très heureux, pour pas dire fier, que sur cet événement se rejoignent des scientifiques, des entrepreneurs, des industriels, des scientifiques de différentes disciplines scientifiques. C'est frappant aussi de voir qu'au sein de la communauté académique, c'est pas toujours évident de discuter avec des collègues dans d'autres domaines. Et c'est toujours réjouissant et étonnant de voir à quel point, de temps en temps, vous passez à côté d'une idée qui est juste dans le silo d'à côté, mais sur laquelle vous butez depuis 10 ans, 20 ans, dans vos boîtes ou dans vos structures. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'hybridation créative, je crois beaucoup au télescopage, je crois beaucoup aux rencontres improbables. Tout à l'heure, sur ce fameux, n'importe quoi, sur cet appel du Pharo, je m'emballe. On en appelle à 3 coalitions, effectivement, refaire coalition, refaire société entre nous, comme Emmanuel l'a rappelé. Refaire évidemment société, coalition avec le vivant. J'aime bien cette idée que l'IA existe depuis à peine 10 ans et tout le monde est expert et la biodive depuis 4 milliards d'années et personne ne la connaît. Je trouve ça assez rigolo. Et puis évidemment, refaire équipe entre biodive et climat. Parce que probablement, si vous regardez les courbes, en termes de réduction, en fait, qui n'a pas lieu, des émissions de gaz à effet de serre et effondrement de la biodive, évidemment qu'il y a une courbe qui s'affole et qui va beaucoup plus vite que l'autre. Je n'ai pas besoin de la nommer. Donc évidemment, il faut stopper cette érosion de la biodiversité si on veut nous-mêmes, en tant que jeune espèce, se porter beaucoup mieux. Mille merci. Kalina et Emmanuel sont là toute la journée. Profitez d'eux, profitez de tout le monde. Un grand merci à vous deux. Merci à Tariq à distance. Et on va enchaîner pour parler, je les ai vus arriver, merci beaucoup de votre ponctualité, d'océan, de biodiversité, de climat et de nous sous forme de destin lié. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci.